Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle, le Vince toujours dissimulé derrière ses lunettes noires. Alors aujourd'hui, dans la série Un jour, un groupe, eh bien une capsule consacrée à un groupe connu, bien entendu, très connu, mais peut-être en raison de son succès, méprisé par beaucoup, je pense. Pourtant, ce groupe est considéré comme l'un des fondateur, créateur du heavy rock avec Blue Cheer, donc à la fin des années 60. Ce groupe, vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit d'Iron Butterfly, bien entendu. Alors, moi je vais vous proposer, alors j'ai l'ambition, peut-être de réhabiliter ce groupe, qui mérite, je pense, véritablement d'être écouté, dont la discographie mérite d'être redécouverte, même si tout n'est pas intéressant, loin s'en faut. Mais je pense que pour un des fondateurs du heavy rock, il mérite d'être écouté autrement que par le prisme de son succès principal, qui est l'album In-A-Gadda-Da Vida, son deuxième album sorti en 1968, mais aussi le titre In-A-Gadda-Da Vida, dans sa version écourtée, qui a eu un succès en 45 tours aux États-Unis. L'album s'est vendu pendant la période d'activité du groupe, à plus de 2 millions d'exemplaires. Bref, un vrai succès commercial. C'est pour ça qu'il a été méprisé par le monde, l'univers bien pensant des critiques de rock, je ne sais pas. Peut-être. Alors, l'origine du groupe, c'est San Diego. Parmi les membres fondateurs du groupe, il y a l'organiste, bien entendu, Doug Ingle, avec cette voix caractéristique, caverneuse, qui fait tout le son, ou en tout cas en grande partie le son d'Iron Butterfly, bien sûr, avec son jeu d'orgue. C'est un fils d'organiste d'église, et c'est vrai que la façon dont il joue de l'orgue a cette espèce d'ampleur un petit peu liturgique, complètement. Et ce qui fait aussi le charme, je trouve, des premiers albums d'Iron Butterfly. Fondé aussi par Danny Weiss, un guitariste, Ron Bushy, le batteur, et puis il y a Jerry Penrod et puis Daryl DeLoach. Ce sont les 5 musiciens qui apparaissent sur le premier album du groupe, qui sort en 1968, tout début 68, janvier, je crois, 1968. C'est l'album Heavy sur le label Atco, qui est une sous-marque de Atlantic Records. Vous êtes déjà quelque part, dans le titre de l'album, vous préfigurez le genre musical, si vous voulez, donc le heavy rock. Et effectivement, le son est très lourd, souvent une grosse basse, un orgue très lourd également, très grave, et cette voix caverneuse qui est déjà là. Et ce qui va manquer, je trouve, à ce premier album, qui est très bon, c'est la guitare acide qui va venir sur les albums suivants, parce que bien entendu, il va y avoir un changement de personnel. Alors, il y a des titres tout à fait excellents, dont, bien sûr, l'un des plus connus sur cet album, c'est l'Iron Butterfly Thing, qui est un instrumental qui termine l'album. Mais il y a déjà les éléments qui vont faire, vous l'avez compris, la caractéristique de ce groupe, donc un son très très lourd, et puis c'est cette ambiance effectivement assez étrange créée par cette voix si particulière qu'a Doug Ingle. Donc un très bon album, il y a quelques titres un petit peu pop, mais il s'agit d'un album de rock, d'heavy rock psychédélique, tout à fait réussi, qui mérite grandement d'être redécouvert. Superbe pochette, superbe lettrage, Iron Butterfly, Heavy. Le deuxième album, je l'ai déjà évoqué, bien entendu, c'est In-A-Gadda-Da Vida. Cette fois-ci, il y a eu un changement de personnel. Le groupe s'est déplacé de San Diego à Los Angeles, où il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, sont partis Jerry Penrod, Danny Weiss et Daryl DeLoach. Jerry Penrod et Daryl DeLoach, me semble-t-il, vont fonder un groupe qui est Rhinoceros. Et puis, vous retrouverez Daryl DeLoach un peu plus tard, en fait, avec le guitariste qui arrive, et qui est très très jeune au moment où il arrive pour l'enregistrement de cet album. C'est Eric Bran, ou Brown, ça dépend,
sur les éditions. Jeune guitariste de 17 ans, tout à fait brillant, et c'est lui qui va apporter ce son acide, extraordinaire, que j'adore, et qui est pour moi le son avec l'orgue et la grosse basse d'un bassiste qui arrive, qui est Lee Dorman, qui fait le son de l'Iron Butterfly que j'aime beaucoup, et qui est sur ce deuxième album, qui est resté 140 semaines dans le classement US, ça en dit long, hein, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires pour un 33 tours, c'est quand même pas mal, sachant que c'est un groupe qui a dû lui-même, et la maison de disques, être très surprise du succès de cet album, parce que c'est pas une musique qui est abordable, c'est du rock psychédélique, avec ses ambiances un petit peu sombres, et puis ici, là, vous avez quand même des passages de guitare acide, voilà, qui ont dû grincer un petit peu dans les oreilles de certains et certaines. Bon, alors ici, c'est l'édition anglaise qui reprend la pochette de l'édition US, superbe, light show avec le groupe sur scène. Voilà, c'est un album, il ne faut pas s'arrêter aux 17 minutes d'In-A-Gadda-Da-Vida, qui par ailleurs est un excellent morceau, qui commence effectivement par ces quelques notes égrenées à l'orgue, avant que la basse arrive très très lourde, et puis les musiciens, au cours de ces 17 minutes, vont jouer les uns les autres, et se détacher un petit peu de l'ensemble qui reste obsédant, propre à créer la transe. C'est peut-être ce qui fait le succès du 33 tours, de ce morceau, sachant que sur la version 45 tours, il n'y a pas le temps d'entrer en transe, hein, ça dure 2 minutes 48 ou 50, enfin bref. Donc là, non, ils prennent le temps. Mais, ce que je vous propose, c'est de réécouter la première phase, où il y a des titres absolument fantastiques. Donc, moi, parmi mes préférés, il y a Termination, Most Anything You Want, qui est le premier titre de... Et puis Flowers and Beads, voilà, les titres, absolument, toute la première phase, elle est fantastique, et vous enchaînez ça avec In-A-Gadda-Da-Vida, et vous êtes aux anges. C'est un grand album de heavy rock psychédélique. Alors, je vous montre, parce que c'est là, en France, bien sûr, c'est l'édition que nous trouvons le plus, et la France se distingue encore une fois avec une pochette différente, argentée, donc d'Iron Butterfly, In-A-Gadda-Da-Vida, pas grand chose comme information, pas de photo du groupe, rien du tout, bref, pas de titres supplémentaires ou différents, ça se trouve. J'y reviendrai, tous les albums d'Iron Butterfly se trouvent extrêmement facilement à des prix très ludiques dans leur pressage original, donc ne pas hésiter. Alors après ce succès extraordinaire pour un groupe presque underground, l'album suivant, eh bien, il sort en 1969, hein, In-A-Gadda-Da-Vida, sort en fin 1968, donc ils sortent deux albums la première année. Donc là, ils ont un succès tout à fait considérable, et on peut redouter le pire. Voilà, pour l'album suivant, ou bien peut-être la volonté, ou la tentative, de reproduire quelque part l'album précédent, c'est-à-dire de remettre un titre assez long, assez sur le même principe de quelque chose voilà, qui progresse, qui grandit, et qui provoque encore une fois cette ambiance totalement sombre et propice à la transe. Je me répète, mais eh ben non. Sur l'album suivant, Ball, ici c'est l'édition française, l'édition US, et la pochette est jaune, avec le même lettrage, etc. Eh bien c'est un superbe album d'acid rock, de heavy acid rock. Les passages de guitare d'Eric Bran, donc acide, sont absolument, donc métalliques, hein, c'est quelque chose sont absolument fantastiques. Donc le groupe est au complet, c'est le groupe bien sûr de l'album, deuxième album, et donc les titres ici sont plus courts, il y a 9 titres, le titre le plus long il doit faire 5 minutes 46, c'est Build a Beast, qui est vraiment très très bien écrit par Eric Bran. Sinon, la plupart des compositions, hein, sur l'album précédent et sur cet album, c'est Doug Ingle, c'est le chanteur et organiste, bien entendu. In the Time of Our Lives, il y a un ou deux titres qui sont dispensables, dirons-nous, mais sinon pour It Must Be Love par exemple, voilà, avec un solo de guitare acide, hein, c'est pas les grandes envolées lyriques à la guitare, non, voilà, c'est incisif, c'est tout à fait efficace, c'est un superbe album, Iron Butterfly, 1969, toujours sur Atco Records. Alors, ils vont sortir un live,
en 1970. Alors, je l'ai placé là, je ne sais plus s'il sort avant le dernier album studio, avant... Et oui, il y aura en fait que 4 albums studio pour la première partie de carrière du groupe. Donc ils sortent un live avec une pochette très très psychédélique, où ils vont reprendre In-A-Gadda-Da Vida, toujours sur Atco Records, en 1970. Voilà, c'est un très bon live. Et puis moi, je vais vous proposer 2 concerts d'avril 1968, c'est-à-dire pile entre la sortie du premier album et la sortie du deuxième album. Où ça? Au Fillmore East de Bill Graham. Le personnel ici, eh bien, c'est le personnel du deuxième album, c'est-à-dire Ron Bushy, Lee Dorman, Eric Brand et puis bien sûr Doug Ingle. L'intérêt, c'est que vous entendez une version quelque peu précoce, puisque pas encore enregistrée probablement en studio à ce moment-là, d'In-A-Gadda-Da Vida. Ce live donne aussi l'occasion d'écouter l'Iron Butterfly Theme, qui est sur le premier album, qui est un titre dont j'ai déjà parlé, absolument fantastique, de heavy rock. Donc ici, chez Rhino Records, cet album date de 2024. Passionnant à découvrir, absolument. Pour l'album suivant, dernier album studio du groupe, première période, Eric Brand s'en va. Et puis, de même que Lee Dorman, et arrivent 2 guitaristes, Mike Pinera et Larry Reno Reinhardt. Alors, Mike Pinera, lui, c'est pas un inconnu, il jouait précédemment dans le groupe Blues Image. Et puis Larry Reno Reinhardt, lui, c'était, en tout cas, il est dans l'univers, je ne sais pas s'il a joué après, mais en tout cas, il est dans l'univers des Allman Brothers. Bref, pour un album, cette fois-ci, avec le départ d'Eric Brand, vous allez perdre le côté acid rock de la guitare, du son de guitare, avec la guitare de Mike Pinera, qui a une sonorité qui est beaucoup plus rock sudiste. Pour le coup, effectivement, c'était pas un hasard. Et en même temps, puisque Mike Pinera va participer à l'écriture d'un ou 2 titres, et donc l'ambiance va être beaucoup plus variée. Et ce qui en fait un excellent album, différent des précédents, mais avec effectivement ce côté un petit peu plus rock, moins psychédélique, peut-être moins heavy même, mais avec des ambiances beaucoup plus variées, une plus grande diversité de tons, dirais-je. Alors il y a quand même des titres absolument fantastiques, un Stone Believer, Easy Rider, et puis une suite psychédélique qui se décline en plusieurs moments, ambiance encore une fois, qui est Butterfly Bleu, qui fait que, alors ici c'est pas terrible, c'est la pochette donc du pressage original français qui sort en 1970. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la pochette US que je vous mets en incrustation. Bref, c'est un excellent album, il change, il se renouvelle très clairement sur cet album, et malheureusement l'aventure va s'arrêter là. Donc Mike Pinera, lui, va aller fonder un groupe qui est le Ramatan. Si je me souviens bien, c'est bien ça. Je crois que oui, Larry Reno Reinhardt va rejoindre l'Allman Brothers Band. Encore une fois, vous confirmerez. Alors Mike Pinera, bien sûr, c'est un guitariste qui va avoir une carrière assez longue. Il va même accompagner Alice Cooper au début des années 80. C'est aussi un musicien de studio. Il va, je crois, former les New Cactus, je crois, sans grand succès après l'aventure Ramatan, toujours sur Atlantic Records. Donc, bon, voilà, je digresse. Revenons à Iron Butterfly. Donc, le groupe explose, effectivement, après une tournée d'adieu, en partie aux États-Unis, en partie en Europe. Je crois qu'ils terminent ils donnent leur dernier concert aux États-Unis, dans l'Oregon, je crois, en 1971. Évidemment, la maison de disques va pas les laisser partir comme ça. Donc, pour terminer un petit peu sur la discographie du groupe, voilà, années 60, tout début des années 70, vous avez encore une fois le pressage français ici, un best-of.
qui n'a pas beaucoup d'intérêt, les titres sont assez bien choisis, c'est aussi l'occasion d'entendre In-A-Gadda-Da-Vida dans sa version courte, ben voilà, j'ai la durée là c'est 3 minutes 10. La suite. Et oui, parce que l'aventure Iron Butterfly ne s'arrête pas là. Personnellement, moi, c'est cette partie-là que, franchement, que j'aime beaucoup. Mais Eric Brown revient sous le nom Eric Brown cette fois-ci, avec Ron Bushy, le batteur qui était un des premiers membres du groupe Iron Butterfly. Il y a deux autres musiciens qui sont Phil Kramer à la basse et Howard Rates à l'orgue. Pour ce premier album sorti en 1975 qui est Scorching Beauty, c'est Eric Brown qui se charge de prendre le chant et malheureusement ça ne le fait pas du tout. Alors donc il ne faut surtout pas déjà attendre du Iron Butterfly première période, là on n'y est pas du tout. Si vous vous débarrassez de cela et de la voix d'Eric Brown, eh bien ça commence à faire beaucoup, oui d'accord. Ben, c'est pas un si mauvais album que ça. Vous avez le premier titre qui est plutôt pas mal avec à l'orgue une espèce d'évocation d'un traditionnel irlandais qui est plutôt pas mal, ça s'appelle 1975 Overture, et sur le disque ça s'appelle pas comme ça. Je vérifie, mais dans mon souvenir ça s'appelle pas comme ça. Je vais... c'est comme ça. Voilà, donc composé par le groupe. Et puis il y a deux autres titres qui sont très très bien sur la première face, où vous avez c'est du hard rock en fait. Ce sont des bons titres de hard rock. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du hard rock FM, mais c'est tout à fait agréable. Les deux titres, Iron on Mountain Top, tout à fait intéressant, et Am I Down, une composition d'Eric Brown, très très bien. Bon, je dois avouer que quand moi j'avais acheté ce disque, bien sûr d'occasion sur une brocante, j'avais été extrêmement déçu et je ne l'avais pas ressorti depuis des années et des années et des années. Et puis en pensant à faire une capsule sur Iron Butterfly, je me dis bon, il faut quand même que je le réécoute. Donc finalement, je ne sais pas, c'est l'âge, je trouve cet album qui pas si mauvais que ça. Le problème, c'est que comme j'avais été très déçu par celui-ci, j'ai jamais acheté le suivant, qui est sorti la même année, en 1975. Je vous mets la pochette en incrustation, qui est Sun and Steel, qui est en fait moins bon. Finalement, je l'ai écouté, mais il est moins bon que Scorching Beauty, qui est déjà quand même à séparer dans la discographie, à mettre à part dans la discographie d'Iron Butterfly. Voilà, le groupe s'est reformé à plusieurs reprises, dans les années 2000 en particulier, mais aujourd'hui, malheureusement, eh bien, tous les musiciens qui composaient le quatuor que vous entendez sur In-A-Gadda-Da-Vida sont morts. Donc Doug Ingle en 2024, je crois, et puis Leaderman également, Eric Brown, le guitariste, et puis enfin Ron Bushy, le batteur. Voilà, ils sont tous décédés, le temps, malheureusement, emporte. Voilà, c'était ma proposition pour Iron Butterfly. J'ai probablement oublié tout un tas de choses. Vous me corrigerez, vous compléterez. À redécouvrir, franchement, à redécouvrir. Et puis, même avec une oreille fraîche, le second album du groupe, le deuxième album du groupe, In-A-Gadda-Da-Vida, qui est vraiment, pour moi, un monument de heavy rock, de heavy acid rock. Venice, that's me, cares about.